Harry Potter à l'école des sorciers. Par où vais-je bien pouvoir commencer? Pourquoi pas par le début de la production? Tout a commencé en 1997 avec la publication d'un roman écrit par une jeune femme appelée J.K. Rowling. Le livre s'est retrouvé sur le bureau du producteur David Heyman, qui le rangea dans un tiroir avant même de l'avoir lu, tout ça parce qu'il trouvait le titre pourri. Harry Potter et la pierre philosophale, ça faisait pourtant classe. Ça fait un petit peu aventure d'Indiana Jones et tout. Heureusement qu'il n'a pas vu le titre français, qui lui fait penser à une histoire de Martine. Une secrétaire de David Heyman, j'espère d'ailleurs qu'elle est devenue riche et qu'elle est en vacances à vie à l'heure actuelle, déterra le livre et le conseilla au producteur, qui finalement l'a tellement aimé qu'il s'est porté garant des adaptations de la saga en film. C'est ainsi que J.K. Rowling a vendu les droits de tous les livres à la Warner en 1999. Nombreux réalisateurs se sont proposés pour réaliser le film. Robert Zemeckis, Jonathan Demme, Wolfgang Peterson, Ivan Reitman, Peter Weir, Terry Gilliam ou encore, celui que vous attendez que je cite, Mr. Night Shyamalan. Mais le plus intéressant fut sans aucun doute Steven Spielberg. Et pourtant je suis sûr que les fans auraient haï son adaptation. C'est vrai quoi, vu comment il chipote sur des détails, du bois n'est pas dans le troisième film, c'est scandaleux. Ils auraient sûrement tenté de tuer Spielberg qui voulait concentrer la saga en une seule trilogie. Donc beaucoup d'éléments en moins. Et le faire passer dans une école magique aux aspects de faculté américaine, ce qui est loin de l'aspect gothique du bouquin et des films qu'on a aujourd'hui. Sans oublier qu'il allait choisir aller jouer l'Osmond dans le rôle principal et qu'il allait utiliser la performance capture. Il préféra finalement tourner AI intelligence artificielle avec le jeune acteur, tant mieux tant pis, et il garda la performance capture pour un film bien plus prometteur, à savoir Tintin. Encore une fois, tant mieux tant pis. Le poste de réalisateur revint finalement à Chris Columbus. Ce choix s'est révélé le plus judicieux au vu de la filmographie du réalisateur. La production débuta avec un écart d'1 an et demi prévu entre chaque film. Toutefois, suite à un retard de la production, la sortie en salle de Harry Potter à l'école des sorciers fut retardée de 6 mois, réduisant l'écart entre les deux premiers films à seulement 1 an. D'ailleurs, cette sortie coïncide avec celle d'une autre adaptation cinématographique que la Warner regrette un petit peu d'avoir refusée, à savoir Le Seigneur des Anneaux. Comme par hasard. Bon, ma théorie du complot mis de côté, passons au reste. En décembre 2001, croyez-le ou non, mais je regardais la vague Harry Potter d'un œil assez sceptique. Sûrement parce que j'étais en plein dans mon trip Digimon, Pokémon, Power Rangers, Escaflowne, etc. Et que le Seigneur des Anneaux me semblait plus prometteur. Mais la vague finit quand même par m'atteindre avec le jeu vidéo sur PlayStation 1. Et ouais, à l'époque j'avais enfin une console actuelle pour l'époque, à savoir la PlayStation 2. Et ma sœur en a profité pour acheter le jeu vidéo Harry Potter, que j'ai suivi avec elle et que j'ai même fini. J'adorais l'univers, le scénario et la révélation à la fin, ce qui me donna envie de voir le résultat en film qui justement sortait à la même époque. Bon, l'anecdote dont tout le monde se fout passée, enchaînons avec le film. On commence donc à Private Drive, où le sorcier Albus Dumbledore, joué par le regretté Richard Harris, débarque en utilisant un mystérieux objet qui lui permet d'éteindre les lumières. Pratique. Il est rejoint par une sorcière zoomorphe, le professeur Minerva McGonagall, joué par Maggie Smith, et un géant sur une moto volante du nom de Hagrid, joué par Robbie Coltrane qui amène un bébé. Waouh! Dit comme ça, on a l'impression d'être dans un trip de cocaïne. Mais enfin, Dumbledore amène le bébé auprès de ses derniers parents encore en vie, les Dursley. Albus, vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Je les ai observés toute la journée, ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer. Je vous assure. C'est la seule famille qui lui reste. C'est sympa de penser au sens de la famille, Albus, mais je pense que le bébé préfère l'orphelinat en fait. Ce bébé représente beaucoup pour le monde des sorciers, c'est pourquoi Dumbledore préfère le laisser à l'écart du monde de la sorcellerie, pour qu'il soit à l'abri de tout ce que cela pourrait lui apporter, le temps qu'il soit prêt. Bonne chance, Harry Potter. On retrouve notre petit balafré 10 ans plus tard, où il est joué par Daniel Radcliffe. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi l'orphelinat aurait été plus bénéfique pour lui, vu qu'il se retrouve à dormir dans un placard, traité comme un esclave, alors que cette famille traite comme un prince un petit connard du nom de Dudley, qui a droit à 36 cadeaux pour son anniversaire, et trouve quand même une raison de se plaindre. 36. Mais l'an dernier, j'en avais 37. Oui, c'est vrai, mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Mais il m'en fiche qu'il soit plus gros. Putain, moi je suis aux anges quand j'ai 10 cadeaux pour mon anniversaire, et là il se plaint parce qu'il n'y en a que 36. Faut être con de ne pas avoir envie de lui donner une raclée à ce petit con, hein.
Ben justement, les Dursley sont un petit peu cons à traiter ce pauvre orphelin comme si on était dans Cendrillon 4. Voici Pétunia vieille bique Dursley, jouée par Lena du film Super Mario Bros. Et Vernon Papa Schultz Dursley, joué par Richard Griffiths. Je te préviens, mon garçon, à la moindre chose bizarre, à la moindre chose, tu seras privé de nourriture pendant 1 semaine. Privé de bouffe? Et la protection de l'enfance ne s'est pas pointée pour l'envoyer en tôle? Et pourquoi il serait responsable des trucs bizarres qui pourraient arriver? Tu sais quoi? Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais me contenter d'un petit clip où il en prend plein la gueule. La petite famille va au zoo et vont voir la cage aux serpents. Dudley joue les petits cons et Harry s'excuse pour lui auprès du serpent, qui, surprise, semble le comprendre. Est-ce que tu m'entends? C'est que je n'avais encore jamais parlé à un serpent. Est-ce que tu parles souvent aux gens? Tu viens de Birmanie, c'est ça? C'était bien là-bas? Ta famille te manque? Élevé en captivité? Je vois. Je suis comme toi. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents. Cette scène attire le chiant radar de Dudley qui pousse Harry de la vitre comme si elle n'était pas assez grande. Mais Harry fait disparaître sans faire exprès la vitre, mettant Dudley en cage et permettant au serpent le plus poli de l'histoire de sortir. Bien entendu, Vernon accuse direct Harry et l'enferme dans son placard. Après ça, Hibou envoie une lettre pour Harry qui attire l'attention des Dursley. Harry a reçu une lettre! Arrête, c'est à moi! Ah, toi? Mais qui pourrait bien t'écrire, voyons? Oh merde, c'est les services de protection de l'enfance! On est mal, chérie! Vernon, bien sûr, fait en sorte qu'Harry ne lise pas la lettre. Autre clip, s'il vous plaît. Merci. Seulement, Vernon ignore que les hiboux sont fans de l'accumulation, vu qu'ils envoient de plus en plus de lèvres et qu'ils travaillent tous les jours, même le dimanche, ce qui amène une scène amusante où Vernon se réjouit de la venue du jour saint, alors qu'une avalanche de lettres débarque de partout au point d'inonder littéralement la maison. Malgré ça, Harry n'a pas pu lire la lettre, et Vernon fait carrément déménager toute la famille dans le trou le plus paumé imaginable. Fais un feu, Harry. Faites qu'un géant défonce la porte, me donne cette lettre, donne une leçon à mes kidnappeurs et m'envoie dans un monde magique où je ne les reverrai plus pendant 9 mois par an. Justement, voilà qu'Hagrid débarque. Désolé pour cette entrée. Il remet Vernon à sa place et apporte à Harry non seulement un petit gâteau d'anniversaire, mais surtout une révélation qui changera sa vie. Tu es un sorcier, Harry. Et enfin, il permet à Harry d'ouvrir et lire cette fameuse lettre. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez? Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces sornettes. Vous le saviez. Vous l'avez toujours su et vous ne m'avez rien dit. Oui, nous le savions. Tu ne pouvais être qu'un sorcier. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Oh, mon père et ma mère étaient tellement heureux, tellement fiers le jour où elle a reçu sa lettre. Nous avons une sorcière dans la famille, n'est-ce pas merveilleux? J'étais la seule à la voir telle qu'elle était. Oh, monstre! Donc Pétunia est celle qui a forcé Vernon à être aussi salaud avec lui parce qu'elle était jalouse de sa sœur. Finalement, toi aussi tu mérites un clip où tu en prends plein la gueule. Les Dursley se disputent avec Hagrid sur comment ils ont menti sur la mort des parents d'Harry et il va même les traiter de moldus. Moldu? Ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Et j'adore particulièrement le moment où Hagrid se met à parler du directeur de Poudlard. Il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard. Albus Dumbledore. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie. N'insultez jamais plus Albus Dumbledore devant moi.
Donc Harry suit bien entendu Hagrid parce que même si c'est un petit peu menaçant, un mec qui débarque chez vous, défonce la porte et vous emmène dans un monde magique, c'est toujours mieux que d'habiter chez les Dursley. Ils vont se préparer pour son année scolaire avec une liste d'objets spéciaux, genre un animal, une baguette magique, un choudron, chose pas très facile à trouver à Londres. Heureusement Hagrid connaît l'endroit où il faut aller pour les trouver, le chemin de traverse. Sur le chemin, il remarque à quel point il est célèbre auprès des sorciers. Il rencontre son futur professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Quirrell. Harry Potter, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Ouais, ça n'aide pas trop de prendre une chochotte bègue pour un truc comme les défenses contre les forces du mal. Mais enfin, Harry et Hagrid ont bien sûr besoin d'argent pour leurs achats, donc ils vont à la banque Gringotts, dirigée par des gobelins. Ils récupèrent l'héritage que les parents d'Harry ont laissé, ainsi qu'un objet mystérieux que le Dumbledore a chargé Hagrid de récupérer dans le plus grand secret. Ils font leur petite course et vont enfin acheter une baguette de sorcier chez Ollivander, joué par John Hurt. Cameo! Ouais, c'est un peu dommage de donner à un grand acteur un si petit rôle, mais il est quand même sympa à voir en vieux vendeur. Bon enfin, ils essayent différentes baguettes, mais ça tourne un chouïa en pagaille, jusqu'à ce qu'Ollivander lui fasse essayer une baguette bien spécifique qui répond parfaitement à Harry. Étrange. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? Ouais, ça c'est la question qu'on pose assez souvent quand on entre dans un monde où les bouts sont facteurs, les gobelins banquiers, où les balais sont des scooters volants et les bouts de bois des armes de destruction massive. Dans ce genre de moment, on se doute que le bizarre est assez dur à capter. Mais enfin, il explique que cette baguette est sœur avec une autre baguette, car fabriquée avec les deux seules plumes d'un seul phénix, et que cette autre baguette est celle qui lui a laissé sa cicatrice. Cette baguette appartenant à un sorcier dont on ne dit pas le nom. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais stupéfiantes. Hagrid le retrouve avec en cadeau une chouette du nom d'Edwige. Plus tard, Harry lui pose des questions sur celui qui lui a fait cette cicatrice, car il se doute bien que c'est le même qui a tué ses parents. Il s'agit de Voldemort, un sorcier maléfique qui recrutait des adeptes il y a 10 ans, tuant tous ceux qui lui résistaient, notamment les parents d'Harry. Le seul qui ne réussit pas à tuer fut le petit Harry Potter, ce qui le rendit si célèbre comme étant le garçon qui survécut. Il ne laissa que cette marque avant de disparaître, présumé mort, mais Hagrid se doute qu'il est toujours là. Le lendemain, ils vont à la gare. Hagrid laisse Harry seul avec son billet pour la voie 9-3/4. Ouais, c'est pas évident à trouver, mais heureusement Harry tombe sur les Weasley. La mère, Molly, jouée par Julie Walter, Cameo! pour le moment, et les enfants. Percy, les jumeaux Fred et George, Ron, joué par Rupert Grint, et la petite Ginny, qui ne va pas encore à Poudlard. Molly montre à Harry comment aller à 9-3/4, en fonçant comme un dingue sur une colonne de la gare. Ouais, il est beau le Poudlard Express avant de se faire taguer. Durant le voyage, Ron s'incruste auprès d'Harry avec qui il fait connaissance, et découvre avec stupeur qu'il est le célèbre Harry Potter. Ah, et qu'il est bourré aux as. Plus tard, il rencontre la jeune Hermione, jouée par Emma Watson, qui est... Eh bien... Tu es Harry Potter? Je suis Hermione Granger. Et... toi, tu es... moi, Ron Weasley. Enchanté. Vous devriez mettre vos robes de sorcier. On ne va pas tarder à arriver. Ouais, pas terrible actrice. Hein. Je sais qu'elle est encore qu'une gosse et donc inexpérimentée, mais Radcliffe et Grint s'en sortent quand même convenablement. Hein. Ils ne donnent pas l'impression de réciter un poème pour sa classe, en prononçant bien comme il faut les syllabes et tout. Avoue que ce n'est pas une réussite. Mais enfin, les enfants arrivent à l'école de Poudlard, qui est un château. Ils rejoignent le professeur McGonagall, et on a la première scène de mon personnage préféré. Il y aura la coupe des maisons. Trevor! Ouais, les premières impressions ne sont jamais les bonnes. Vous verrez plus tard pourquoi j'adore ce mec.
McGonagall explique que les élèves seront répartis en différentes maisons, Serre d'Aigle, Gryffondor, Pose-Souffle et Serpentard, et qu'ils devront faire gagner à leur maison un concours avec des points qui seront ajoutés ou enlevés en fonction des exploits ou des infractions des élèves, parce qu'ils seront une nouvelle famille, bla 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 bla. Un des enfants reconnaît Harry. Lui c'est Crabbe, et lui Goyle. Moi je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Mon nom te fait rire? C'est plus ton imitation ridicule de Jess Bond que ton nom qui me fait rire. Mais enfin, il propose à Harry de devenir son conseiller. Mais il refuse parce que Drago est tellement méchant qu'il lui manque plus qu'un t-shirt qui dit « Je suis un super vilain ». Mais enfin, ils entrent dans la salle commune de Poudlard, où Dumbledore fait quelques annonces, notamment un avertissement que s'ils vont dans la forêt interdite ou au 3e étage, ils risquent fortement de mourir. Subtil. Vient ensuite le choix des maisons. Chaque élève doit poser sur sa tête un chapeau qui parle et qui lit dans l'esprit de ceux qui le portent. Hermione et Ron vont à Gryffondor, tandis que Drago, sans même que le chapeau se pose sur sa tête, va à Serpentard, où soi-disant tous les sorciers tournent mal. Vient au tour d'Harry. Il supplie de ne pas aller à Serpentard, mais le chapeau pense que cela l'amènerait vers un chemin de grandeur. Harry insiste pour finalement aller à Gryffondor. Pendant le dîner, Harry pose des questions concernant un des professeurs, Rogue, joué par le charismatique Alan Rickman, qui l'inquiète particulièrement au point de rendre sa cicatrice plus douloureuse. Et on en profite pour rencontrer les fantômes de Poudlard. Parmi eux, il y a le Captain Crochet version Dustin Hoffman et Nick quasi sans tête, joué par John Cleese. Cameo! Ouais, bon, celui-là je reconnais, c'est juste un cameo. On explore un peu plus Poudlard où on voit que les tableaux sont vivants, que les escaliers changent à chaque fois, que les dortoirs sont gardés par un tableau demandant un mot de passe pour entrer, que McGonagall en tant que professeur est sévère mais juste, et que Rogue n'est pas du tout impressionné par la célébrité d'Harry, se montrant même injuste en attaquant Harry parce qu'il n'est pas attentif alors qu'il recopiait tout ce qu'il disait. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Vous ne savez pas. Essayons encore. Où iriez-vous, Monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard? Je ne sais pas, monsieur. Et quelle est la différence entre le Napel et le Tulou? Je ne sais pas, monsieur. Navrant. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout. Faut dire, je suis dans cette classe justement pour le savoir, hein. On découvre aussi qu'un des élèves, Sémus, est spécialisé dans un domaine, le plasticage. Ah cool, un sorcier corse. Vient ensuite le courrier, où Neville reçoit un objet appelé Rappel-tout, qui indique quand on oublie quelque chose. Mais Harry est plus intéressé par le journal du jour, parlant d'un cambriolage à Gringotts, perpétué par un mage noir qui n'a pourtant rien volé, qui semble plus intéressé par l'objet qu'a récupéré Hagrid. On enchaîne ensuite au cours de vol en balai. Neville perd vite le contrôle de son balai. Après quelques cascades dangereuses, il se mange le sol et perd son Rappel-tout que Drago récupère. Tandis que le professeur envoie Neville à l'infirmerie, Harry demande à Drago de rendre le Rappel-tout, qui bien sûr refuse et l'emmène hors de portée en balai. Harry le suit et rattrape en vol le Rappel-tout en se faisant remarquer par McGonagall, qui l'emmène auprès de Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. C'est quoi le Quidditch? C'est un mix entre le foot et le baseball en balai. Sport assez dangereux, c'est pour ça que généralement les enfants de l'âge d'Harry ne sont pas admis. Mais McGonagall a apparemment parié beaucoup d'argent sur Gryffondor, donc il ferme les yeux sur ce point pour profiter du talent d'attrapeur d'Harry. En rentrant dans leur dortoir, un escalier amène Harry, Ron et Hermione au 3e étage, où ils sont obligés de se cacher pour ne pas être repérés et dénoncés par le gardien de l'école, Ruizard, joué par David Bradley. En se cachant, le trio découvre pourquoi l'étage est interdit, parce que c'est la niche du Cerbère en personne. Il s'échappe et Hermione explique qu'il garde quelque chose, et d'avant d'aller se coucher, elle fait une autre remarque cassante. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher, avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Waouh, elle doit vraiment revoir l'ordre de ses priorités, celle-là. Il faudra qu'elle revoie l'ordre de ses priorités.
je l'ai dit avant. Le lendemain, Dubois explique les règles du Quidditch. Le but est de faire passer une grosse balle à travers des anneaux adverses, tout en évitant des balles moyennes très méchantes de leur broyer les os. Tandis que l'attrapeur, Harry donc, essaye d'attraper une plus petite balle très chiante à choper, le vif d'or. L'équipe qui attrape le vif d'or gagne la partie. Donc je suppose que le côté envoyer les balles dans les anneaux, c'est au cas où les attrapeurs en ont plein les couilles de courir après le vif d'or, et si ça dure trop longtemps ou si elle se tire à l'autre bout du monde, ou pour pouvoir mettre ce sport dans la catégorie jeu d'équipe pour le côté marketing, mais enfin bref. Un autre cours, cette fois de lévitation. Comme d'hab, Ron se plante, Hermione s'en sort comme un chef et avec fierté, énervant encore une fois Ron. Et Sémus plastique encore son sort. Mais après le cours, Ron se moque du jeu d'actrice d'Hermione avec les garçons. C'est Leviosa, pas Leviosa. C'est un vrai cauchemar cette fille-là. On comprend qu'elle n'a aucun ami. Elle a dû t'entendre. Oups. Hermione s'est enfermée dans les toilettes, soi-disant pour pleurer tout le reste de la journée. Mais durant le dîner, professeur Chochotte-Beg, je veux dire Quirrell, débarque. Un troll dans les cachots! Je voulais vous prévenir. Silence! Waouh, Dumbledore est tellement badass qu'il arrive à faire oublier le dangereux troll qui se promène tranquille dans les couloirs, juste en gueulant « Vos gueules !» Tous les élèves sont renvoyés dans leur dortoir et les profs vont s'occuper du troll. Mais Harry et Ron s'inquiètent pour Hermione qui est toujours enfermée dans le toilette, et qui donc n'est pas au courant de ce qui se passe. Ils vont la chercher et découvrent que le troll se dirige vers les toilettes. Je suppose que même les trolls ont des envies. Ils tombent bien sûr sur Hermione et cherchent à faire joujou avec. Mais nos deux héros arrivent à la rescousse. Enfin presque. Fais quelque chose! Quoi? N'importe quoi! Wingardium Leviosa! Mais je n'avais pas une massue dans cette main. Oh la voilà, redescendez. Oh donc après une autre remarque dégueu sur la baguette d'Harry qui s'est enfoncée dans le pif du troll, les profs débarquent découvrant ce qui s'est passé. Hermione prend toutes les responsabilités, mais Harry et Ron la gloire de cette victoire. Et donc ils font gagner à Gryffondor 5 points. Seulement 5 points? Ils ont battu un putain de troll! Je rajouterai 2 petits zéros à ce chiffre pour cet exploit. Je sais bien qu'ils ont failli se faire tuer, mais Harry s'intéresse surtout à une blessure sur la jambe de Rogue, et le soupçonne donc d'avoir lâché le troll pour faire diversion et aller au 3e étage pour récupérer l'objet de Gringotts. Ouais, moi aussi je soupçonnerais Alan Rickman d'être un méchant. Le mec a pratiquement joué que ça dans toute sa carrière. Après ça, on enchaîne au match de Quidditch, et on remarque notamment que McGonagall tient vraiment à gagner son pari vu qu'elle a apporté à Harry la Ferrari des balais, le Nabus 2000. Est-ce que c'est autorisé ce genre de truc? Angoissé, Harry? Oui, un peu. C'est normal. Je l'étais aussi avant mon premier match. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens pas. J'ai pris un cognard en pleine tête au bout de 2 minutes. Je me suis réveillé 8 jours plus tard. Oh, t'inquiète, Harry, Dubois c'est pas pareil, c'est un gardien de but, le premier qui s'en prend plein la gueule. Parce que franchement, quand tu te casses le cul à gagner des points et qu'un mec te fait louper ton super tir, faut pas s'étonner s'il passe à la molinette. Ah, et accessoirement parce que c'est un des personnages que pas mal de fanatiques reprochent l'absence dans les meilleurs films d'Harry Potter, donc ouais, autant le buter tout de suite, comme ça c'est réglé. Mais enfin, petit détail durant ce match, la voix de l'animateur. Les joueurs se mettent en position tandis que Madame Bibine s'avance sur le terrain pour le coup d'envoi. Je vous rappelle que le vif d'or représente 150 points. D'accord, 10 points pour Gryffondor. Bon là vous êtes bien d'accord, c'est une voix bel et bien féminine. Pas même enfantine, non, c'est bien une femme qu'on entend là. Je dis ça pour un truc qu'on verra demain. Harry essaye bien sûr d'attraper le vif d'or, mais son balai se met tout d'un coup à s'emballer. Hermione remarque que Rogue dit une incantation. Elle va donc l'arrêter en mettant le feu à sa robe, permettant ainsi à Harry de reprendre le contrôle de son balai et repartir après le vif d'or. Bonne séquence d'action d'ailleurs. Tu vas vraiment le faire? Tu vas vraiment jusqu'au bout? Bon bah ok, Harry finit par attraper le vif d'or avec sa bouche. Ça compte.
Gryffondor gagne donc le match, mais hélas nos héros ne fêtent pas encore l'événement vu qu'ils vont parler à Hagrid de Rogue. Pourquoi Rogue aurait jeté un sort au balai d'Harry? Qui sait, pourquoi il a essayé de passer devant le chien à 3 têtes le soir d'Halloween? Qui vous a parlé de Touffu? Touffu? Cette chose a un nom? Oui, il a un nom, c'est mon chien. Je l'ai acheté à un Irlandais que j'ai rencontré dans un pub l'an dernier. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder là. Oui. Ah, j'en ai trop dit. Ça suffit, les questions ne me posent plus de questions. C'est top secret, d'accord? Hagrid n'avale pas du tout l'histoire avec Rogue et il demande aux enfants de ne pas s'en mêler. Ce que garde ce chien, c'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? J'en ai trop dit. J'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. On enchaîne à Noël où Ron et Harry jouent une petite partie d'échecs version sorcier quand Hermione arrive avant de rentrer chez elle pour les vacances de Noël, pour leur demander de continuer les recherches sur ce fameux Nicolas Flamel. J'ai cherché dans des centaines de livres, mais pas dans ceux de la réserve. Le jour de Noël, Harry reçoit avec surprise un cadeau, une cape d'invisibilité. Wow! Mon corps a disparu. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Je suis invisible? Ouais, il y a des fois où Harry est un petit peu lent à la réflexion. Mais enfin, il utilise la cape pour aller dans la réserve et trouver des infos sur le Flamel. Et il tombe sur un exemplaire de Twilight. Il se fait repérer par Uzzard et s'enfuit au plus vite. Mais sur le chemin, Harry tombe sur Rogue, agressant Quirrell. Ne voudriez quand même pas que je sois votre ennemi, Quirrell. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Nous aurons une autre conversation lorsque vous aurez eu le temps de décider dans quel camp vous êtes. Allez, c'est pas j'ai bouché. C'est quoi le cinéma? Rien pour là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une haie chez une haie, après chez il faille, chez qui il a fu et été chrié, chez Foix Cinéma. Rogue et les autres partis, Harry en profite pour ouvrir une porte qui le mène à une salle avec un miroir. En le regardant de plus près, il remarque 2 silhouettes apparaître. 2 silhouettes familières. Maman? Papa? Il va chercher Ron, mais tout ce qu'il voit c'est lui, préfet et capitaine d'équipe de Quidditch, avec la coupe de Quidditch. Harry reste seul avec le miroir pour être rejoint par Dumbledore, pour lui expliquer que le miroir qu'il regarde c'est le miroir de Rized. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire, il n'y verrait que son reflet, rien d'autre que son reflet. Alors il nous montre ce que nous voulons voir. Tout ce que nous voulons voir. Oui et non. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. Un miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Il lui explique aussi que le miroir va être déplacé et demande à Harry de ne pas chercher à le retrouver pour son propre bien. Quelques jours plus tard, Harry et Ron retrouvent Hermione qui a enfin trouvé une piste sur le Flamel. J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. Ça, c'est distrayant. Waouh, le choc! Ron découvre que c'est plaisant de lire des livres. Demain il apprendra que Justin Bieber n'est pas un bon chanteur. Comme les plus culturés d'entre vous le savent déjà, Nicolas Flamel est un alchimiste qui a créé la pierre philosophale, qui est accessoirement un ingrédient pour obtenir la vie éternelle. Et les fans de Full Metal Alchemist comme moi savent très bien qu'il a piqué l'idée à un certain Oenine, mais ça c'est une autre histoire. Bon enfin, ils ont conclu que le mystérieux objet au 3e étage est la pierre philosophale, et vont donc aller expliquer à Hagrid que c'est ce que veut voler Rogue. Hagrid. Oh bonsoir, je ne voudrais pas être impoli, mais je ne suis pas en état de vous recevoir aujourd'hui. On est au courant pour la pierre philosophale. Ah. Hagrid encore une fois n'y croit pas, expliquant même que Rogue est un des profs qui garde la pierre, avec des sortilèges et autres pièges. Sacrée perte de temps à mon avis.
Personne ne passera devant Touffu. Personne ne sait comment faire, à part moi et Dumbledore. J'aurais pas dû dire ça, Mais la discussion est interrompue par un œuf qu'Hagrid gardait au chaud. Un œuf de dragon qu'Hagrid a reçu d'un inconnu dans un pub. Œuf qui éclot devant nos héros. Insérez votre blague sur Eragon, Spyro ou autre truc avec des dragons ici. Mais Hagrid aperçoit par la fenêtre Malfoy qui les espionnait et qui va sûrement dénoncer Hagrid pour avoir une créature aussi dangereuse qu'un dragon. Mais en fait il va surtout dénoncer le trio d'être allé hors de l'école en pleine nuit. Je vous enlève 50 points. 50 points? Chacun. Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les 4 en retenue. Excusez-moi, professeur. Peut-être ai-je mal entendu. J'ai cru que vous aviez dit tous les 4. Vous avez bien entendu, monsieur Malfoy. Même si vos intentions étaient honorables, vous vous promeniez vous aussi dans l'école en pleine nuit. Vous serez donc comme vos camarades en retenue. Et pan, ça t'apprendra à faire des coups de pute dans le genre. Mais enfin, la retenue à Poudlard est probablement la plus marotte des retenues. Écoutez un petit peu ça. Ils punissent les élèves qui vont à l'extérieur de l'école en pleine nuit en les envoyant à l'extérieur de l'école en pleine nuit. Encore mieux, dans la forêt interdite où Dumbledore a dit qu'il risquait de mourir s'ils y allaient. Ça peut sembler irresponsable dit comme ça, ouais, mais c'est logique. Ils sont genre, ah ouais, vous voulez aller dans des endroits aussi risqués? Ok, vous allez dans l'endroit le plus dangereux du coin. Ça vous passera l'envie de prendre des risques, bande de petits cons. La forêt? Mais je croyais que c'était une blague. On ne va tout de même pas y aller. Les élèves n'ont pas le droit d'y pénétrer. Et il y a... des loups-garous. Non, je ne me lasse pas de ce gag. Je le mettrai autant que possible. Mais enfin, on apprend aussi qu'Hagrid a été obligé d'envoyer son dragon en Roumanie, là où vivent les dragons de son espèce. Après, tu m'étonnes qu'il y a autant de Roumains en France. Moi aussi, je me tirais si j'habitais à côté d'un nid de lézard géant cracheur de feu. Hagrid et les enfants cherchent dans la forêt une licorne blessée. Harry et Drago vont d'un côté, Hermione, Ron et Hagrid d'un autre. Harry et Drago finissent par trouver la licorne en train de se faire sucer le sang par un homme en capuche et manteau noir. Waouh, l'empereur Palpatine est tombé bien bas depuis sa chute au cœur de l'étoile noire. Drago s'enfuit, laissant Harry seul devant cet être qui lui démange la cicatrice. Heureusement, un centaure Deus Ex Machina débarque pour le sauver. Celui-ci explique que le sang de licorne permet de survivre à n'importe quoi, ce qui est aussi un inconvénient vu que pour ça, il faut tuer une créature si pure que le meurtrier se retrouve maudit. Il fait comprendre que c'était Voldemort et qu'il est après la pierre philosophale. Le trio en conclut que Rogue est de mèche avec Voldemort et qu'il veut voler la pierre pour faire revenir Voldemort en force. Le lendemain, Harry a une révélation. Vous ne trouvez pas ça curieux que Hagrid ait toujours rêvé d'avoir un dragon et qu'il rencontre justement quelqu'un qui en a un? C'est vrai, vous connaissez beaucoup de gens qui ont des œufs de dragon dans leur poche. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Il questionne Hagrid sur l'inconnu du pub et il explique qu'il n'a pas vu son visage parce qu'il portait une capuche et qu'il semblait intéressé par les créatures magiques dont s'occupe Hagrid, principalement Touffu. Le tout avec les bêtes, c'est de trouver ce qui les calme. Prenez Touffu par exemple. Il suffit de lui jouer un petit air de musique et il s'endort. Oh non, je n'aurais pas dû dire ça. Ouais, c'est le troisième truc que t'aurais pas dû dire, mon vieux, hein. Le trio comprend que l'inconnu était Rogue et que donc il sait comment voler la pierre philosophale. Alors, la nuit même, ils vont au 3e étage pour le stopper. Mais en sortant du dortoir, ils tombent sur Neville. Vous allez encore sortir en douce? Bon, écoute, Neville, on a l'air... Non, je ne vous laisserai pas faire. Gryffondor va encore avoir des ennuis. Je suis prêt à me battre. Neville, je suis vraiment désolée, mais il le faut. Petrificus totalis. Waouh. Ok, je critiquerai moins le jeu d'Hermione à l'avenir. Autant que possible. Ils vont au 3e étage, mais découvrent Tofu endormi par une harpe enchantée, indiquant que Rogue est déjà passé. Ils passent par la trappe avant que Tofu ne se réveille pour tomber sur une plante meurtrière qu'ils doivent contrer en restant calmes ou avec de la lumière du soleil pour arriver dans une autre salle où ils doivent récupérer une clé volante grâce à un balai magique, tout en évitant de se faire tuer par les clés volantes carnivores, pour ouvrir la porte qui les mènera à une autre salle où ils doivent marcher sur les lettres du mot Jéhovah correctement, sinon ils tombent dans le vide, pour pouvoir accéder en vie à une autre salle remplie de lave qu'ils doivent franchir en sautant de plateforme en plateforme pour accéder à un livre qui les conduira à la chambre suivante à condition de retrouver la page manquante se trouvant dans les âges de la bibliothèque de Myst pour accéder à une autre salle où ils doivent remplir d'eau un conduit tout en marchant sur un tapis roulant pour obtenir la clé pour une autre salle. Et encore,
ils ont pas mis la salle où on diffuse en continu un discours de Jospin. Parce que même Dumbledore trouvait ça trop hard, même pour Voldemort. Mais enfin, mon exagération, plus tard, ils arrivent à la meilleure des épreuves, la partie d'échecs grandeur nature. Nos héros devront gagner cette partie pour enfin arriver à la dernière salle. Hermione et Harry remplacent 2 pièces manquantes tandis que Ron se met sur la pièce du cavalier, d'où il jouera la partie. La partie se déroule jusqu'au moment où Ron a la possibilité de faire échec et mat, à condition qu'il sacrifie le cavalier où il se trouve à l'arène. Il doit donc se sacrifier. Bon après, ouais, il pourrait sauter du cavalier avant, mais je suppose qu'il est coincé par la magie et que s'il se déplace, il pourrait faire comprendre au jeu qu'il part dans une autre direction, gâchant son plan, donc passons. Cavalier en H3. La partie n'est pas finie. Harry avance donc vers le roi pour finir le dernier coup. Échec et mat. Hermione reste pour s'occuper de Ron et prévenir Dumbledore tandis qu'Harry ira affronter Rogue. Mais avant, un peu de niaiserie de la part d'Hermione. Tu vas t'en sortir, Harry. Tu es un grand sorcier. Un grand sorcier. Pas autant que toi. Moi, j'ai tout appris dans les livres. Il y a des choses plus importantes. L'amitié. Le courage. Le monologue sur l'espoir et l'amitié. Oh non! Harry arrive à la salle finale où se trouve le miroir de Riséd et découvre... Non, c'est impossible. Rogue, voulez-vous... Oui. Il faisait un bon coupable, n'est-ce pas? À côté de lui, qui aurait soupçonné le pauvre et égayant professeur Quirrell? Waouh! Quirrell nous a fait le coup de Kaiser Soze! Génial! Donc oui, Quirrell était le méchant depuis le début. Le match de Quidditch, c'est lui qui faisait déconner le balai tandis que Rogue essayait de contrer son sort. C'est lui qui a lâché le troll dans l'école pour essayer d'aller au 3e étage pour se faire attraper par Rogue. Après ces explications, Quirrell essaye de comprendre l'épreuve du miroir pour obtenir la pierre. Une voix suffocante l'ordonne de se servir d'Harry. Harry va donc vers le miroir pour voir son reflet avec la pierre philosophale dans sa main et la mettant dans sa poche. Ainsi, la pierre se retrouve dans la vraie poche d'Harry. Quirrell assiste en lui demandant ce qu'il voit et il répond bien sûr qu'il voit ses parents. Moi, serrant la main de Dumbledore. J'ai fait gagner la coupe à Gryffondor. Pourquoi il raconte le désir de Ron et non le sien? Qu'est-ce qu'il s'en fout de... Oh, et puis zut. La voix ordonne à Quirrell de le laisser parler directement à Harry. Il s'exécute en enlevant son bandeau. Harry Potter, nous revoilà face à face. Voldemort. Ah, et détail marrant, la voix française de Voldemort, c'est celle d'Homer Simpson. Quirrell empêche Harry de s'enfuir pour laisser Voldemort faire un speech classique sur le bien et le mal. Rejoins-moi du côté obscur, on pourra ramener tes vieux à la vie et tu me donnes la pierre, blablabla. Harry refuse et donc Quirrell tente de le tuer. Seulement un autre Deus Ex Machina débarque, permettant à Harry de réduire en cendres Quirrell. Quirrell meurt, mais l'esprit de Voldemort s'échappe, laissant Harry inconscient. Il se réveille à l'infirmerie où il découvre un tas de cadeaux souhaitant un bon rétablissement, ainsi que Dumbledore qui lui explique que la pierre a été détruite et qu'Hermione et Ron sont sains et saufs. Il explique aussi ce qui s'est passé avec le miroir. Seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, serait en mesure de la prendre.
C'était une de mes plus brillantes idées. Ce qui, entre nous, n'est pas peu dire, je te prie de me croire. Il continue en expliquant qu'Harry a vaincu Voldemort grâce à sa mère, qui, le soir de sa mort, a laissé un sort sur Harry. Un sort fait d'amour qui le protège de Voldemort. C'est donc ainsi que Voldemort ne put le tuer quand il était bébé et que Quirrell fut réduit en cendres. Une fois rétabli, Harry retrouve ses amis pour aller dans la salle commune où les résultats du concours des maisons sont donnés. Serpentard a un grand avantage sur tous les autres, mais Dumbledore annonce qu'il doit donner des points supplémentaires. Miss Hermione Granger, pour le calme et l'intelligence dont elle a fait preuve, alors que ses camarades couraient un grave danger, 50 points. 8 à Monsieur Ronald Weasley, pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis de nombreuses années, 50 points. J'en viens maintenant à Monsieur Harry Potter, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté. J'accorde à la maison Gryffondor 60 points. On est à égalité avec Serpentard. Et pour finir, je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. J'accorde donc 10 points à Neville Londubat. Maintenant vous avez une petite idée de pourquoi j'aime Neville, mais le reste est à voir dans les autres films. Mais enfin, avec tous ces points, Gryffondor gagne la coupe grâce à Neville. Ah et ouais, grâce à Harry & Co. Mais surtout grâce à Neville. Enfin, c'est quand même salaud pour Serpentard. Ils auraient pu donner les points avant de décorer la salle avec les couleurs de Serpentard. Là, tu les nargues, les pauvres gosses de Serpentard. Ah ouais, tu veux cette coupe? Tu veux cette coupe? T'as bossé dur pour avoir cette coupe, hein? Tiens, tu l'as pas. Eh, Rogue, regarde les gosses de ta maison pleurer comme des bébés. Eh, j'ai le droit, je suis directeur. Mais enfin, cette victoire marque donc la fin de l'année scolaire. Et les enfants repartent chez eux le lendemain. Harry fait ses adieux à Hagrid qui lui offre un album photo magique de ses parents. Merci, Hagrid. Allez, sauve-toi, sauve-toi. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai, Harry? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. L'école des sorciers est un excellent début pour la saga et est en lui-même un très bon film. Divertissant, intelligent, dans l'ensemble bien interprété et avec une ambiance magique, parfaitement retranscrite par la musique du dieu des musiques de film, John Williams. Je disais tout à l'heure que Chris Columbus était parfait pour le rôle de réalisateur pour cet épisode, principalement parce qu'il a fait pas mal d'excellents films pour enfants, parmi les meilleurs films pour enfants de l'histoire. Principalement Maman j'ai raté l'avion, dont l'ambiance magique et les couleurs de Noël se retrouvent ici. Mais c'est surtout sa participation au film Le Secret de la Pyramide dont on sent l'inspiration. Film dont il était scénariste d'ailleurs. Un film qui, comme Harry Potter, se déroule dans une école avec une ambiance assez Noël et une enquête policière menée par des enfants, l'enfant Sherlock Holmes dans Le Secret de la Pyramide évidemment. Dans l'ensemble, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel, mais l'ambiance est envoûtante et le choix des plans est efficace. Le scénario est excellent et met bien en place cet univers à la fois magique et logique, et met aussi en place la promesse du combat du bien contre le mal avec Harry et Voldemort.
Et comme je suis un fan d'interprétation, j'aime bien penser que la magie de Poudlard est une traduction de l'émerveillement de l'enfant pauvre, accessoirement orphelin, qui se retrouve dans une école où il découvre de nouvelles choses chaque jour, qui l'impressionnent car il n'est pas du même milieu et se découvre de nouvelles possibilités d'avenir à travers cette magie. Et j'aime bien penser aussi que Voldemort est la représentation de la peur de l'enfant pour son avenir, chose qu'on expliquera plus tard, notamment dans le film de demain. Les personnages sont des plus attachants, notamment Neville, Hagrid et Dumbledore. Le choix d'Alan Rickman est parfait pour Rogue, parce que le fait qu'il ait joué pas mal de méchants dans le passé fait qu'on l'identifie automatiquement comme étant le méchant de cette histoire-là. Une bien belle manière de nous piéger. Il y a pas mal de personnages détestables aussi, mais la plupart c'est volontairement détestable. C'est justement voulu qu'on ait envie de leur péter la gueule. Notamment Vernon Dursley qui, je me permets de le rappeler, s'est décarcassé comme ça pour empêcher Harry d'aller à l'école. Tout ça parce que sa femme était jalouse de sa mère et parce qu'il est trop con pour l'envoyer à l'orphelinat. C'est pour renforcer le pathétique de ce mec, hein. Drago Malfoy, joué par Tom Felton, est probablement le plus charismatique des personnages détestables. C'est un connard, oui, mais un connard qui a du charme. Faut dire, c'est marrant de voir cette tête blonde jouer les durs, jouer les gangsters. La moins bonne de toutes les actrices est bien entendu Emma Watson dans le rôle d'Hermione. Encore une fois, c'est peut-être injuste de critiquer le jeu d'actrice d'une enfant, mais en même temps, ici, il y a un contraste avec les autres acteurs. Les autres, ils se démerdent plutôt bien, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Le problème vient vraiment de l'actrice. Mais bon, heureusement, son jeu s'améliorera au cours des prochains films. Aussi, il est sympa de voir les meilleurs acteurs anglais réunis pour jouer dans un film qui met en avant la nouvelle génération d'acteurs anglais. Un beau passage du flambeau dans un sens, qui accueillera d'autres excellents acteurs anglais plus tard. Bref, le casting est phénoménal, que ce soit pour ce film ou pour le reste de la saga. Les effets spéciaux commencent à mal vieillir, mais bon, c'est le problème des effets spéciaux de ce style. Et ça n'empêche pas le film d'être divertissant. Il y a pas mal de Deus Ex Machina et de quelques clichés, mais ils sont bien exploités et utilisés. Et les Deus Ex Machina, pour la plupart, sont expliqués et apportent plus d'éléments à l'univers. Donc, en parlant de l'univers, c'est le moment pour Radio Phoenix de parler de l'adaptation. On y retrouve l'ensemble des éléments de l'histoire, la situation initiale chez les Dursley, la découverte de Poudlard et du monde des sorciers, et bien sûr, la pierre philosophale. On pardonnera sans mal l'absence de personnages tels que Pips ou le professeur d'histoire de la magie, ou encore de Charlie Weasley qui faisait une apparition éclair dans le livre au moment où le trio fait sortir incognito Norbert, le dragon de Hagrid, de l'enceinte de Poudlard. Ces sous-intrigues n'apportaient pas grand-chose à l'histoire dans le livre et n'auraient fait que ralentir le rythme du film, qui est plutôt lent, mais cela rapproche en un sens le spectateur de Harry. On suit son quotidien à Poudlard et on découvre en même temps que lui tous les secrets de cet endroit merveilleux. Dès le début, on est transporté dans cet univers magique et merveilleux qu'est le monde des sorciers. On reprochera cependant quelques longueurs, non pas qu'il aurait fallu supprimer une séquence en particulier, mais peut-être raccourcir certaines scènes, comme le cours de vol, la séquence où Dubois explique à Harry les règles du Quidditch, ou encore toutes les scènes avec Norbert. Les personnages du film correspondent aux descriptions du livre. Bon, d'accord, Harry a les yeux bleus et pas verts, et alors, ce n'est qu'un détail. C'est pas comme si Rogue était très sympa avec Harry ou que Hagrid était un humain normal. En conclusion, Harry Potter à l'école des sorciers est un très bon film familial et une bonne adaptation cinématographique. Je lui mets donc comme note, concernant l'adaptation, 7 sur 10. Et pour le film en lui-même, je mets un 7,5 sur 10. Bon film pour enfants, pas trop débile pour les adultes, comme tous les bons films pour enfants devraient être. Avec une réalisation correcte, un bon scénar, un excellent casting et une superbe musique. Bref, très bon film. À demain tout le monde où nous passerons de l'école des sorciers à la chambre des secrets. Qui techniquement est au même endroit que... Oh et puis bien, demain pour la chambre des secrets.
J'ai Dumbledore. J'en ai au moins 6 de lui. Il a disparu. Je croyais quand même pas qu'il resterait là toute la journée.